On démarre. Bonjour à tous. Je suis Flavien Kulavik, et je suis président délégué du MEDEF 93-94. Je suis entrepreneur sur le territoire avec trois entreprises. Une qui est au pied de la euh, station Neuilly-Plaisance de RER A, une autre qui est à Vincennes et une autre qui est à Montreuil sur la ligne 9. Voilà, donc je pense comme beaucoup des participants, j'ai beaucoup de questions sur voilà, l'impact que va avoir la reprise programmée des transports en commun sur le 93 et sur le 94. Il y a, pour information, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Citoyens Entrepreneurs et sur lequel il y a pas mal de questions ce matin et de feedback avec des inquiétudes aussi sur des gens qui sont arrivés plus tard que prévu. Il va falloir revoir déjà les plans de démarrage pour demain. Donc je pense qu'on se tâtonne, l'actualité est chaude, mais il y a énormément d'interrogations. Merci beaucoup, Frédéric Badina, directeur territorial, non, pardon, délégué aux relations extérieures, pardon, du Transilien à la SNCF. Merci beaucoup à Jérôme Betoshi, qui lui est bien directeur territorial à la RATP, pour le temps que vous allez nous consacrer. Je sais que vous avez préparé une petite présentation chacun, qu'on va vous laisser dérouler. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer, de Frédéric, de Jérôme. C'est comme vous voulez, ce que vous préférez. Bah, je sais pas, Oui. Jérôme, tu commences peut-être? Très bien. Allez, Eh bien, Jérôme. bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Betoki. Pour la RATP, donc, je dirige l'action territoriale sur la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise, mais je vais vous présenter des éléments qui ont été construits et partagés avec mon homologue du Val-de-Marne. Donc, vous aurez matière à avoir des éléments de réponse à toutes vos questions sur le réseau de transport public RATP qui dessert votre territoire. Et je vais donc commencer euh, en vous présentant quelques supports qui ont d'ailleurs été présentés par notre présidente vendredi dernier dans le cadre de la conférence de presse commune avec la région et avec le gouvernement sur la reprise et qui précise les conditions d'usage et de fonctionnement des transports publics pour la période qui démarre à partir d'aujourd'hui et qui est marquée par la mise en place de nouvelles règles sanitaires qui impactent de façon très significative les réseaux de transport public. Alors, le port du masque, qui est obligatoire pour les voyageurs, bien sûr. Masque que les voyageurs peuvent soit se procurer à titre individuel, soit qu'ils peuvent se procurer dans le cadre de distributions qui sont parfois faites par les communes, par les maires, parfois organisées par la région d'Île-de-France de façon événementielle à l'entrée de certaines gares, à l'entrée de certaines stations, et qui pourront très bientôt être achetés parmi certains commerçants revendeurs qui seront situés dans les espaces de métro. Et puis un objectif de distanciation physique, puisque la distance d'un mètre est préconisée par le Conseil scientifique, y compris dans les transports publics. Et on va voir que nous avons mis en place dans les espaces de métro notamment un certain nombre d'éléments de signalétique qui permettent à chaque voyageur de bien se rendre compte de cette distance et de la respecter, un petit peu comme c'est déjà le cas dans beaucoup de sites tels que les magasins de grande distribution ou de commerce, donc des signalétiques auxquels les gens sont déjà pour beaucoup habitués. Donc le premier challenge pour le groupe RATP, c'était dans cette configuration-là d'offrir une offre de transport qui soit le plus importante possible, donc de mobiliser au maximum tous nos personnels de conduite, les conducteurs de métro, les conducteurs d'autobus, de tramway et de RER, mais aussi tous les personnels qui effectuent les maintenances de ces appareils, à la fois les maintenances pour qu'ils roulent et aussi toutes les opérations de nettoyage, d'entretien, de désinfection, et ce, même si une partie de nos personnels sont, pour certains, consignés chez eux parce que victimes de fièvre, ou pour d'autres, pas encore complètement libérés de la contrainte de garder leurs enfants
du fait de la reprise progressive des écoles. Mais là-dessus, on a des éléments très positifs puisqu'on a un accueil des personnels, des enfants de personnes d'exploitation qui sont maintenant prioritaires vis-à-vis des écoles et qui nous permet de construire un plan de transport où on est globalement à 75% de l'offre habituelle du réseau, avec sur le métro près d'un train sur 4 qui circule, des lignes automatiques comme la ligne 1 et la ligne 14 qui fonctionnent à 100% de capacité. Une priorité sur la ligne 13, la ligne 13 étant une ligne structurante dans le sens où c'est une ligne qui dessert le territoire du nord vers le sud et qui irrigue notamment des zones comme Plaine Commune, Saint-Denis, sur lesquelles a été identifié par le ministère du Travail le fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ne pouvaient pas avoir recours au télétravail. Et donc cette ligne 13 qui a été fléchée comme prioritaire voit son offre de transport à près de 85% de son offre habituelle. Un réseau de RER avec le RER A et RER B qui sont coexploités avec nos partenaires de la SNCF sur laquelle on a là aussi 3 trains sur 4 qui circulent. Un réseau de tramway avec en Seine-Saint-Denis le tramway T1, T5, T8 pour la SNCF, mais on a aussi des qui circulent entre 80 à 100% de leur niveau de trafic. Et notamment, ce matin, on avait sur le tramway T1 une offre de trafic qui était nominale, et puis près de 75% des autobus qui eux aussi vont circuler dès le mois de mai, et avec un objectif qui est d'atteindre le 100% sur l'ensemble de ces lignes le plus tôt possible. Donc cette ouverture maximale du réseau, elle permet d'ouvrir sur le territoire francilien près de 300 stations et gares exploitées par la RATP, auxquelles s'ajouteront les gares exploitées par la SNCF. Pour le réseau de métro, ça veut dire 240 stations de métro qui seront ouvertes. Donc en creux, entendre qu'il y a une soixantaine de stations de métro qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas ouvertes. Notre objectif a été de concentrer l'ensemble de notre personnel sur les 240 premières stations de métro, de façon à bien guider les flux. On verra par la suite quelles sont celles qui sont ouvertes et quelles sont celles qui sont fermées. Et avec une ouverture complète de toutes les stations de RER et de tous les grands pôles de transport, à l'exception du pôle de République. Donc pour que ce fonctionnement de gestion en transport soit efficace, il nécessite de réussir à bien gérer les flux. Alors pourquoi bien gérer les flux? Parce que l'idée de garder des gens distanciés chacun d'un mètre signifie qu'on diminue mécaniquement la capacité d'emport d'un bus ou d'un train de 100% à 20%. Donc le fait de condamner certains sièges, le fait d'inviter les voyageurs à se tenir les uns des autres à 1 mètre de distance veut dire qu'on ne peut pas être sur une capacité où on a 4 à 5 personnes par mètre carré, mais on est sur une capacité où on a 1 personne par mètre carré. Et donc, du coup, la capacité nominale d'un train ne peut être que de 20%. Donc, comme on sait qu'on a un niveau d'offre qui est à peu près de 75% en termes de circulation, ce qui veut dire qu'on a une capacité d'absorption des flux par rapport à habituellement qui oscille entre 15 et 20%. D'où la nécessité de bien maîtriser le rythme des flux voyageurs. Et pour ça, il y a 3 grands leviers qui ont été actionnés. Un premier levier à travers une charte qui a été signée par l'État, la région, les collectivités, les entreprises et bien évidemment les opérateurs de transport, avec cette idée d'essayer de limiter l'usage des transports publics sur les heures de pointe qui sont vraiment le pic, sur lesquelles on avait le plus de déplacements, qui sont les périodes de 6h30, 9h30 et de 16h, 19h. Alors cette incitation, elle s'est traduite in fine par la mise en place par le gouvernement d'une attestation employeur pour permettre aux voyageurs de justifier de leur recours indispensable aux heures de pointe. Une condition côté RATP qui consiste à mobiliser plus de 3400 personnes sur le terrain avec un travail qui est mené en étroite collaboration avec la préfecture de police, avec la préfecture de région, avec les préfectures de département, pour que nos propres équipes de sécurité soient parfaitement coordonnées avec les forces de police et pour venir en appui des 3000 personnes qui font du guidage de flux
afin d'assurer une parfaite sûreté dans l'ensemble du réseau. Et puis, nous avons lancé auprès des voyageurs une grande action de communication qui a été nommée Pacte Voyageur pour expliquer à chacun des voyageurs quelles étaient les nouvelles règles de voyager autrement, dans lesquelles on a eu à cœur à la fois de présenter l'engagement du groupe RATP en termes de respect des conditions sanitaires, et où, au regard de ces engagements-là, on a tenu à souligner quels étaient tous les bons nouveaux réflexes que chaque voyageur devait adopter pour que collectivement on réussisse ce challenge qui se présentait à nous et qui était de faire tourner les transports publics dans de bonnes conditions en respectant 1 mètre de distanciation entre chacun. Donc, on a concrètement mis en œuvre sur le réseau une série de dispositifs que je vais maintenant vous énumérer, avec en premier lieu une signalétique donc pour favoriser la distanciation d'1 mètre. Ça s'est traduit concrètement par plus d'1 million de stickers qui ont été produits et qui sont collés, déployés dans les stations de métro, RER, dans les stations de tramway, mais aussi sur les autobus. Donc, on voit sur le côté un exemple du sticker bleu qui rappelle cet objectif-là. Bien évidemment, ce marquage a pour objectif aussi d'éviter les croisements de voyageurs. Donc, ça nous permet d'éviter que les gens qui rentrent dans une station ne croisent les gens qui sortent d'une station. Certains sièges ont été neutralisés pour que les gens s'assiedent tous à 1 mètre les uns des autres. On a lancé une grande campagne aussi pour inviter chaque voyageur à recharger ses titres de transport à distance en utilisant les applications numériques telles que l'application RATP ou les achats de titres individuels par du SMS ticketing, de façon à éviter la création de files d'attente au niveau du guichet. Et puis des annonces sonores qui permettent régulièrement de rappeler les bonnes règles de fonctionnement au sein des transports et notamment de se tenir à 1 mètre les uns des autres. Nous avons renforcé notre système de nettoyage et de désinfection, aussi bien, on le voit, des rames de métro ou des véhicules d'autobus que des équipements qui permettent d'acheter ou de recharger les titres de transport, et aussi un ménage et une désinfection régulière des tripodes qui permettent de contrôler les titres de transport à l'entrée des stations. On a augmenté sur la période confinement puis déconfinement de plus de 30% les effectifs que nous consacrons au nettoyage et à la désinfection. Il faut savoir qu'avant le confinement de mi-mars, on avait 1300 agents qui étaient consacrés à ces activités de nettoyage. On est passé à 1500 en période de confinement. Et là, à partir du 11 mai, on a 1800 personnes qui sont déployées le soir et la journée pour effectuer ces opérations de ménage et de nettoyage qui, du coup, ont été doublées sur l'ensemble du réseau, et ce qui représente un budget global de 160 millions d'euros. Donc, à titre de comparaison, c'est un budget qui est en croissance de plus de 70% par rapport au budget de l'année précédente. Donc, tout ça pour illustrer à quel point le groupe RATP a investi sur les questions de propreté et de désinfection qui sont des éléments clés, à la fois pour bien sûr la santé des voyageurs, mais on souhaitait aussi communiquer sur ces actions-là de façon à rassurer l'ensemble des voyageurs sur le fait qu'ils pouvaient prendre les transports publics en toute sécurité, l'enjeu étant qu'il n'y ait pas de phénomène d'abandon de l'outil transport public, qui est un outil indispensable pour assurer les déplacements en Île-de-France, tant d'un point de vue climat, c'est-à-dire qu'il serait catastrophique que les voyageurs décident soudainement de n'utiliser que leur voiture individuelle pour aller travailler, que pour une question économique, puisque les abonnements et les titres de voyage qui sont acquittés par les voyageurs sont un des éléments essentiels du financement des transports publics. Donc il y a un enjeu à ce que tout le monde soit totalement aussi rassuré sur le fait qu'on peut utiliser les transports publics en toute sécurité parce que les actions de nettoyage et de désinfection sont là, et qu'on continue à conserver les modes d'usage et de déplacement vertueux qui étaient celui de transport public par la suite. Donc on effectue des opérations de désinfection. Alors la crise nous a amené à faire preuve aussi d'innovation et à chercher des nouvelles méthodes de désinfection plus efficaces que celles qui avaient pu être déployées jusqu'à maintenant. Depuis le 11 mai, on nettoie nos 4700 autobus quotidiennement par un principe de nébulisation qui permet de vaporiser des gouttelettes de produits virucides qui vont tuer les virus de 20 microns.
Et cette innovation en termes de nettoyage est en train d'être expérimentée sur les véhicules des métros lignes 1 et 13 avant d'être ensuite déployée à l'ensemble de notre réseau métro. Enfin, les questions sanitaires pour les voyageurs. Nous installons dans les espaces des distributeurs de gel hydroalcoolique qui sont à disposition des voyageurs. 50 distributeurs sont déjà disponibles dans les différentes gares. Et on va monter en puissance de façon à avoir plus de 1000 distributeurs qui soient installés sur l'ensemble du réseau d'ici le mois de juin et qui donc vont permettre aux voyageurs de pouvoir se désinfecter, sachant que l'achat de masques ou de petites fioles individuelles de gel va pouvoir aussi se faire progressivement dans les distributeurs et dans les commerces qu'on trouve dans le réseau de transport. Bonjour tout le monde, j'espère déjà que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas touchés de près ou de loin par cette épidémie qui nous touche collectivement. Nous, SNCF, évidemment, on est touchés en plein par cette question, d'abord parce que nos agents sont en première ligne face à la crise sanitaire, mais aussi parce que nos trains n'ont pas roulé depuis presque 2 tiers de nos trains n'ont pas roulé depuis plusieurs semaines. Et en fait, on ne redémarre pas comme ça une activité ferroviaire du jour au lendemain sans évidemment préparer de manière sanitaire nos transports, mais aussi sans vérifier le réseau et sans vérifier le bon fonctionnement de nos rames. Donc voilà, nous sommes au boulot depuis maintenant plusieurs semaines pour préparer cette reprise que nous attendions tous. Et donc, nous avons inspecté la quasi-totalité de nos rames en Île-de-France pour que tout soit bien opérationnel. Il faut avoir en tête par ailleurs que nous n'avons pas pu réaliser un certain nombre de travaux que nous avions prévu de réaliser sur l'ensemble du réseau en Île-de-France, et notamment sur le réseau Est. Donc voilà, c'est des travaux qui vont être repoussés, qui auront de fait des conséquences aussi sur notre quotidien par la suite. Mais on va certainement réussir à avancer là-dessus plus facilement et je vais réussir à faire le partage d'écran. Parfait, c'est bon. Donc, voilà un petit peu pour le contexte général. Nous sommes donc en reprise. Et aujourd'hui, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est vous remettre un petit peu le réseau transilien dans son contexte. On est aujourd'hui à Paris 2 millions sur une région qui en compte 12 millions d'habitants. Et sur le réseau transilien, c'est 3,4 millions de voyageurs qui circulent chaque jour. Et on considère qu'on est à peu près à une croissance annuelle de 3%, ce qui est assez colossal et ce qui pose beaucoup d'enjeux en termes de gestion des flux et de saturation du réseau, en considérant par ailleurs qu'aujourd'hui, nous concentrons 70% du trafic de la SNCF via Transilien sur 10% du réseau ferroviaire sur l'ensemble du territoire. Donc, ça pour vous dire qu'on a un réseau aujourd'hui qui est en quasi-saturation, on va se le dire. De toute façon, on a l'habitude de le présenter de cette manière-là, mais on arrive quand même, grâce à notre expertise mass transit, donc d'exploitation d'un réseau dans un territoire fortement contraint et très urbanisé, on arrive à faire circuler en moyenne 6200 trains par jour, ce qui correspond à peu près à un train qui entre et sort d'une gare chaque seconde. Voilà. Le réseau, vous le connaissez peut-être déjà un petit peu. Il y a 15 lignes sur toute l'Île-de-France, dont 5 lignes de RER et 2 lignes de tram-train. Sur le 93-94, les principales lignes, la principale ligne pour nous qui structure un peu le territoire, c'est le RER E. Et sur l'ensemble du réseau transilien, eh bien, nous avons 13 000 agents et 3 000 conducteurs qui font tourner cet outil industriel assez colossal quotidiennement et c'est en progression constante puisque la région Île-de-France, pour ce qui est de SNCF, est un territoire sur lequel nous recrutons énormément, beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, je vous le disais, c'est un réseau dense, c'est le deuxième réseau le plus fréquenté au monde, réseau transilien avec 1,3 milliard de voyageurs par an, juste devant Londres et derrière Tokyo. C'est une petite infographie qu'on a réalisée à partir d'une étude que nous avons faite, commandée auprès de l'Institut Paris Région, qui est l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France, que je pourrais vous transmettre, qui est très intéressante et qui donne un peu les enjeux globaux et qui recadre un peu le réseau de transport ferroviaire
de Transilien en Île-de-France par rapport au reste du monde. Alors pour nous, si j'en viens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment nous faisons face à l'épidémie de Covid-19, il y a 3 enjeux qui, vous le verrez, sont assez similaires avec ceux qui ont été soulignés par notre partenaire RATP et par Jérôme. On doit d'abord rassurer nos voyageurs sur le réseau transilien du point de vue sanitaire. Donc, je vous expliquerai par la suite un petit peu comment nous avons travaillé pour faire en sorte de le préparer. Et puis, il faut relancer l'outil industriel, c'est-à-dire refaire circuler les trains, basiquement. Et puis, faire face à tous les besoins de déplacement et notamment à des choses qui vont concerner les entreprises et les artisans plus directement, le fait de savoir si je vais pouvoir prendre ou non un train dès aujourd'hui, dès demain, le matin pour me rendre au travail si je m'y rends ou si je pourrais rentrer chez moi le soir. Alors, il y a une communication globale, je ne reviendrai pas forcément dessus parce que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais en gros, nous sommes tous les agents mobilisés, SNCF sont mobilisés autour d'un slogan tous responsables, en considérant que si chacun compte évidemment sur SNCF pour que le réseau fonctionne et que d'un point de vue sanitaire tout soit propre, eh bien, on compte évidemment sur chacun pour le respect des gestes barrières, notamment le port du masque qui est obligatoire dans nos transports publics. Alors justement, en termes sanitaires, comme RATP, on est à la manœuvre pour désinfecter toutes nos surfaces de contact et nos rames depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un boulot de titan, hein. On a un certain nombre de techniciens qui sont mobilisés sur toute l'Île-de-France sur ces questions, avec des agents qu'il a fallu aller remettre au travail, aller chercher, des agents volontaires qui se sont portés volontaires aussi pour nous aider à nettoyer toutes ces rames qui étaient immobilisés. Ça a été un travail assez colossal, d'autant qu'on ne l'a peut-être pas forcément à l'esprit, mais nous avons beaucoup d'agents transiliens qui sont mobilisés dans plein de métiers différents en Île-de-France, qui sont parents et qui attendaient, j'imagine comme beaucoup d'entrepreneurs impatiemment, la reprise ou non de l'école. Et aujourd'hui, les contraintes qui sont posées sur la reprise des établissements scolaires posent beaucoup de questions aussi pour nos agents et rend plus compliqué la tâche pour nous dans leur retour au travail au quotidien. Donc, on doit s'arranger aussi avec ces contraintes qui sont tout à fait normales, et qui sont aussi liées à la période un peu compliquée que nous vivons. Mais on sait que tout ça va évoluer progressivement. Donc, plus on va avancer dans cette période et plus nous retrouverons des agents complémentaires et supplémentaires pour pouvoir assumer les tâches et notamment d'entretien de nos rames au quotidien. Nous avons par ailleurs des équipes mobiles d'agents qui tournent dans les 50 gares les plus fréquentées du réseau pour les nettoyer de fond en comble quotidiennement, le matin déjà, avec un geste classique de nettoyage complet des rames et des gares, mais avec des équipes mobiles qui viendront régulièrement passer derrière si on constate des lieux, des gares qui ne sont pas forcément très, très bien entretenus ou qui ont été un peu souillés ici ou là. Voilà, l'idée étant de faire en sorte que nos espaces soient le plus clean possible. Vous dire aussi par ailleurs que nous avons déjà mis en place des gels, des distributeurs en libre service de gel hydroalcoolique pour que chacun puisse reprendre les bonnes habitudes qu'on a pris chacune et chacun depuis 2 mois en nous nettoyant régulièrement les mains avec. Voilà, donc vous voyez, comme je vous le disais à l'écran, il y a d'abord ce nettoyage en gare et puis ce nettoyage à bord. Le nettoyage à bord est d'autant plus important qu'il faut réussir à le faire en ligne, c'est-à-dire envoyer des équipes qui sont de place en même temps que les voyageurs pour pouvoir les nettoyer. Donc cette intervention-là, soit elle se fait directement en ligne, soit elle se fait au moment où nous retournons les trains, quand on arrive au terminus et que le train est sur le point de repartir dans l'autre sens. Alors, évidemment, le port du masque, il est obligatoire, cela va sans dire, hein, mais c'est important pour nous de le rappeler. Ce matin, d'ailleurs, j'en profite pour peut-être vous faire un retour sur ce qui s'est passé ce matin. Nous avons constaté plutôt de bons réflexes, puisque la plupart des voyageurs que nous avons pu rencontrer dans nos différents trains et dans les gares portaient ce masque. Il y avait beaucoup de questions sur le fait de savoir si chacun pourrait être équipé en masque avant de pouvoir prendre les transports. Globalement, nous avons constaté que ces gestes barrières étaient bien respectés, même si on a pu voir ici ou là, notamment sur le RER B, un peu de cohue sur les 3 premiers trains du matin, ce qui est un peu naturel, mais on va faire évoluer les choses dans les jours qui viennent et dès demain d'ailleurs en rajoutant des trains supplémentaires là où on a senti qu'il y avait une petite tension en termes de fréquentation pour garantir le fait que
les gestes barrières puissent être respectés. Alors, je vous parlais de relancer l'outil industriel. Donc, comme je le disais, 2/3 de nos rames n'ont pas circulé depuis le mois de mars. Donc, on ne peut pas, pour des raisons de sécurité, les remettre en circulation comme ça. Donc, il a fallu les inspecter une par une, vérifier aussi le fonctionnement de nos aiguillages et de nos tours de contrôle. Et donc, voilà, remettre en place une machine comme le réseau ferroviaire de SNCF en Île-de-France, ce n'est pas simple, mais nous sommes mobilisés depuis plusieurs semaines pour que ce soit le cas et ça fonctionne puisque ce matin, il n'y a pas eu de problème majeur d'infra à proprement parler. On a eu quand même quelques sujets météo avec des branches qui sont tombées sur des caténaires et qui ont de fait un petit peu contraint la circulation de nos trains, mais voilà, il n'y a pas eu d'incident majeur en termes d'infrastructure. On a mobilisé, comme RATP, on a mobilisé des agents en plus, notamment pour le nettoyage, 2000 agents pour le nettoyage sur tout le territoire. Il a fallu adapter nos gestes métiers aussi pour préparer nos trains et puis tenir compte des situations personnelles de chacun. Comme je vous le disais, on espère qu'elles vont pouvoir évoluer plus rapidement dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse évoluer aussi sur le plan de transport, puisque aujourd'hui, nous avons en moyenne sur l'ensemble des lignes de RER et de Transilien 60% des trains qui circulent. Sur le RER E, nous sommes là aussi à 60%, de 6h à 22h. On s'arrête un tout petit peu plus tôt que d'habitude. L'objectif sur les lignes les plus fréquentées, notamment sur B et D, c'est de tendre vers le 75%, voire le 100% le plus vite possible. Et donc, on pense qu'on atterrira sur 75% d'ici une semaine ou deux, même avant, je pense. Par contre, le 100% ne pourra être atteint vraiment que début juin, le temps que tout se remette d'équerre et qu'on puisse récupérer une bonne partie des agents qui pourront revenir au travail en fonction de leurs contraintes respectives. Voilà un petit peu pour comment nous allons faire circuler tout ça. Je vous mettais aussi quelques visuels qui rappelaient un petit peu les messages importants que le président a passés, notamment sur l'évolution de nos déplacements et nos habitudes de travail. On lit depuis plusieurs mois un certain nombre de choses dans la presse sur des expérimentations qui ont lieu notamment à Paris-La Défense, chez les entreprises de Paris-La Défense et aussi à Pleine Commune, sur des expérimentations liées au lissage des pointes. Transilien, on est partie prenante comme RATP de ce projet qui, en gros, vise à limiter un peu la congestion aux heures de pointe et à faire en sorte que nos trains soient plus confortables en termes de circulation. Et donc, on passe des messages sur le déploiement du télétravail et sur l'aménagement des horaires de travail, notamment le fait de pouvoir prendre son service plus tôt ou plus tard pour limiter la congestion, notamment aux heures de pointe. Ces messages-là, on les remartèle dès aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période où, avec peu de trains qui circulent, nous allons nous retrouver plus nombreux dans les rames le matin. Ce qui pose problème, c'est pour cela que nous avons souhaité nous engager auprès de la région Île-de-France et des différents transporteurs et du MEDEF notamment et d'un certain nombre d'organismes patronaux et de syndicats d'employeurs pour faire passer ces messages, de limiter ces déplacements le plus possible ou en tout cas de s'organiser selon des nouvelles modalités pour décongestionner nos transports. C'est pour nous assez important. On regarde de très près ce qui se passe là-dessus. Nous remercions les entreprises qui s'engagent dans ces démarches-là. C'est pour nous important. L'idée, c'est de voir aussi par la suite comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble pour tenir compte de ces enjeux et voir à terme comment limiter la congestion dans nos transports. Donc, je vous le disais, on a une capacité d'emport qui est limitée aujourd'hui dans nos trains puisque nous avons en gros seulement 20% de la capacité habituelle dans nos trains actuellement. On ne peut emporter que 20% de nos voyageurs, ce qui n'est pas énorme, mais on arrive quand même à faire en sorte de se donner comme pour objectif de transporter 20% des voyageurs. Ça représente à peu près, pour ce qui relève de SNCF, 450 000 voyageurs sur… je n'ai plus le chiffre là tout de suite à la seconde en tête, je pourrais vous le redonner, mais c'est quand même nettement moins que ce que nous avons l'habitude de transporter quotidiennement. Donc voilà, je vous le disais, nous avons besoin de limiter drastiquement et de réguler la demande en amont de déplacement dans nos trains. Et donc, c'est pour cela que le télétravail et le lissage des heures de pointe est pour nous vraiment structurant. Vous l'aurez peut-être remarqué dans différents
dans différents journaux et sur les réseaux sociaux, on expérimente beaucoup de choses pour essayer de guider les voyageurs dans les gares. C'est ce qu'on appelle le nudge. L'idée étant de faire respecter les gestes barrières, mais de donner les bons réflexes aussi pour que les voyageurs ne se retrouvent pas les uns contre les autres. Et donc, par exemple, en gare de Juvisy, je vais vous montrer. En gare du Nord, par exemple, on a matérialisé au sol des fils pour que les piétons puissent circuler, et par ailleurs des petits ronds au sol qui matérialisent chacun et chacune des voyageurs qui ainsi pourront se maintenir à distance en respectant les gestes barrières. La même chose sur la petite photo d'en bas, ça c'est la gare de Juvisy, Juvisy-sur-Orge, où là ce ne sont pas des ronds mais des croix. Voilà, on essaye d'expérimenter différentes solutions pour voir un petit peu en matière cognitive comment les clients réagissent et pour les guider le mieux possible vers ces gestes importants pour nous protéger les uns les autres. Un détail qui peut paraître anodin mais qui est structurant, c'est tout se poser la question de savoir comment nous allions gérer les flux aux entrées et aux sorties des gares dans ces heures de pointe pour celles et ceux qui sont obligés de voyager. Et donc là, nous avons déjà le renfort d'un certain nombre de forces de police, en plus de nos agents de la Sûreté Générale, qui nous aident à réguler le plus possible les flux en entrée et en sortie de ces gares pour limiter la congestion, mais aussi sur les quais. Voilà, l'idée, c'est de contrôler le plus en amont possible les voyageurs, de gérer le plus possible en amont les voyageurs, et puis de contrôler aussi leur accès à bord. Et quand je vous parle de contrôle, l'autorisation, l'attestation de déplacement qui est aujourd'hui délivrée par vous, qui êtes employeur et qui va progressivement se déployer dès que le décret sera entré en vigueur, puisqu'il ne l'est pas encore, mais on a déjà tous le modèle d'attestation. Pour nous, c'est vraiment structurant parce que ça va nous permettre de réguler le plus possible les flux et de permettre à ceux qui ont strictement besoin de se déplacer, de pouvoir prendre le train le matin et le soir en rentrant. Pour rappel, dans mes souvenirs, les horaires, c'est 6h, 9h30, 6h30, 9h30, et pour l'après-midi, c'est 16h, 19h. Voilà la plage horaire durant laquelle cette attestation est rendue obligatoire. Le reste de la journée, on peut se déplacer naturellement, mais on n'encourage bien entendu pas à trop se déplacer pour limiter quand même le plus possible la progression de l'épidémie. Voilà. Donc, nous avons aussi des stickers dans les trains qui nous permettent de matérialiser la neutralisation d'un siège sur deux. C'est assez énorme, hein. On s'est posé beaucoup de questions sur le fait de savoir comment faire. On ne pouvait pas forcément mettre de la rubalise sur nos trains pour neutraliser un siège sur deux. Ça paraissait un petit peu compliqué. On n'avait pas forcément le temps de le faire, et puis je pense que ça n'aurait pas forcément été respecté. Donc, on compte sur le civisme et les réflexes des uns et des autres. Et d'ailleurs, ce matin, on a déjà pu voir que c'était globalement respecté, en tout cas pour ce qui relève de nos trains. Voilà, dernière chose, et j'en aurais fini par là, tout ce qui relève de la communication, c'est certainement ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. On a différents outils. Le premier outil d'abord, ça va être le site transilien.com et les différents blogs de ligne qui seront actualisés en temps réel et la veille pour le lendemain à 17h. C'est-à-dire qu'à 17h chaque jour, vous connaîtrez les trains qui circulent le lendemain. C'est comme ça que nous fonctionnons pour les grèves. Donc, on continue de fonctionner comme ça. Le but étant de faire en sorte que chacun puisse anticiper son voyage. Donc, toutes les informations sont disponibles sur chacun des blocs de ligne que je vous ai qui sont indiqués ici. Il y a B, D et C, mais je vous transmettrai celui du RER E. Nous avons en parallèle une newsletter qu'on dit B2B, une newsletter de lien avec les entreprises que nous allons envoyer à peu près tous les 3-4 jours et qui tiendra un petit peu au courant de l'évolution de la situation. Cette newsletter, elle est envoyée aujourd'hui à un fichier que nous avons d'un certain nombre d'entreprises. Vous n'êtes pas forcément toutes et tous inscrits dessus. On est en train de mettre en place les modalités d'inscription pratico-pratiques à cette newsletter, puisqu'il a fallu qu'on revoie un peu le système dans le cadre de la pandémie. Mais je transmettrai à Flavien et à Gabriel cette newsletter de manière à ce que vous puissiez la voir plus directement
chacune et chacun. Voilà un peu pour les outils de communication. Je vous retransmettrai bien sûr cette présentation un peu à jour parce qu'en fait, c'est celle que nous avions faite pour pleine commune et qui n'est évidemment pas adaptée à votre territoire. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense que Jérôme aussi a dit pas mal de choses. On est à votre dispo pour répondre à vos questions. Je commencerai simplement avec une question sur la capacité dont vous avez parlé tous les deux. Donc, si j'ai bien compris, dans les deux cas, que ce soit SNCF ou RATP, la capacité d'emport par rapport habituellement c'est 20%. Et ce 20%, une personne sur 5 habituelle, il faut le multiplier par la capacité des trains disponibles par rapport à habituellement. Donc, c'est 60% pour la SNCF, donc 60%, enfin pour le Transilien, 60% fois 20%, ça fait 12%. Et puis du côté RATP, c'est par 75%, donc ça fait 15%. Donc en gros, on est à 12-15% aujourd'hui de capacité mobilisable. Ma question, c'est comment ça va évoluer. Donc Frédéric, vous avez commencé à évoquer la question, hein, de dire vous pensez qu'on va arriver vers 75% début juin, de mémoire, 1er juin. Sur le problème qu'on a sur le territoire, et notamment en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a une estimation que 40% de nos jobs ils ne sont pas faisables en télétravail. Donc, c'est un gros problème qu'ont beaucoup de nos adhérents. Le bon sens voudrait que, au lieu d'avoir juste le nombre habituel des trains, au lieu d'avoir le nombre habituel des trains, on en a 60 ou 75% aujourd'hui. Il faudrait qu'on ait une double de d'habitude, ou voire plus. Hein. Il faudrait avoir plus de trains que d'habitude pour pouvoir répondre à ce problème-là. Donc, ce que j'ai entendu, au moins du côté transilien, c'est qu'on avait un problème de disponibilité de vos personnels pour pouvoir. Donc, j'aimerais bien que vous expliquiez d'où vient le problème de pourquoi on ne peut pas mettre plus de trains que d'habitude. Première partie de ma question. Et deuxième partie de ma question, c'est dans les territoires comme les nôtres où les gens ne peuvent pas bosser en télétravail, est-ce qu'il serait envisageable d'avoir plus de trains que d'habitude sur certaines de ces lignes-là qui sont jugées comme des lignes prioritaires? Alors, à votre dernière question, la réponse est oui. Le but du jeu, c'est de faire évoluer le plus vite possible l'offre de transport au regard des besoins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place une sorte d'observatoire de la fréquentation qui, d'ailleurs, dont les données seront mises en ligne sur nos différents sites, notamment sur le site Transilien, qui permettra de constater un petit peu l'évolution en temps réel tout au long d'une semaine de la fréquentation. Et en fonction de l'évolution de la fréquentation, on adaptera le nombre de trains en fonction de ce qu'on pourra aller chercher en termes de trains comme d'agences. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait ce matin sur le RERB, puisqu'on a décidé dès demain matin de rajouter un train supplémentaire sur la pointe très très tôt, qui est un peu problématique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin à ce moment-là, pile poil, de rajouter un train en plus. On est vraiment dans une adaptation très fine du plan de transport au regard de ce que l'on peut faire, mais aussi au regard des déplacements qui se font. Aujourd'hui, je pense que personne n'était vraiment en capacité de pouvoir dire combien de voyageurs allaient prendre le train comme le métro ce matin. On a tous imaginé que ça allait être l'apocalypse. Voilà, alors je pense pas que ça a été vraiment l'apocalypse. Globalement, ça a été plutôt globalement pas trop mal géré. J'imagine bien que le retour que peut-être certains ont eu de la part d'un certain nombre de vos salariés était peut-être pas forcément celui-là, mais enfin, en tout cas, du point de vue du transporteur, on a effectivement observé pas de mouvement de foule, mais quand même un certain nombre de trains très, très particuliers, très spécifiques qui étaient beaucoup plus chargés qu'à l'habitude. Donc ça nous permet aussi de réagir en temps réel et de voir comment on va adapter d'un jour à l'autre le nombre de trains pour l'adapter le plus possible à la fréquentation. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je peux me permettre, Nathalie Roche, donc directeur d'Auchan-Fontenay. Moi, ma vraie problématique, c'est l'amplitude des horaires. Parce que j'ai des collaborateurs qui commencent plus tôt le matin et donc qui ne peuvent pas arriver sur les horaires habituels. Et d'ailleurs, ça délesterait les premiers trains d'après, j'imagine. Et puis, le soir, où je suis obligée de ne pas fermer à l'heure habituelle parce que mes collaborateurs ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle on peut espérer récupérer la plage horaire habituelle, on va dire?
Alors, peut-être déjà que vous me disiez quelle est la plage horaire en question pour vous qui pose problème, que je comprenne? Avant 6 heures et après, le dernier RER qui passe chez moi, par exemple, le E ou le A, c'est 21h27. Donc, moi, d'habitude, je ferme le magasin 21h30. D'accord, ok. Donc, je suis obligé de fermer plus tôt, d'adapter les horaires de mes collaborateurs. Et ce matin, moi, le retour que j'ai eu de mes collaborateurs qui commençaient très tôt, c'est qu'il y avait du monde dans le RER. J'imagine que si on avait pu faire un ou deux RER avant 6 heures, ça délesterait les premiers RER de 6 heures ou 6h30. D'accord, très bien. Je vais faire remonter ces éléments. Les échanges que nous avons là sont très importants justement. C'est pour ça qu'en parlant avec différents MEDEF et la CCI, on s'était dit que c'était vraiment dès les premiers jours important qu'on puisse avoir ces échanges pour nous aider à faire évoluer le plus possible Je pense que l'offre. c'est bien parce que ça Bien peut sûr. être bien pour nous, pour nos horaires, mais ça peut être bien pour vous aider à délester Bien certains. sûr. Le soir, je ne sais pas, on ne l'a pas vécu encore, donc on va voir. Mais... Bien sûr, non, vous avez raison, je vous remercie. Frédéric et Jérôme, sur ces points de question qui sont soulevés, derrière, ce sera important qu'on garde le contact sur est-ce que la remontée que vous allez faire, est-ce qu'elle a permis ou pas de faire bouger les choses? Et si oui, c'est génial, parce que c'est toute l'utilité de notre réunion. Et sinon, qu'on comprenne pourquoi, quels sont les problèmes que vous rencontrez en interne pour qu'on puisse gérer la frustration de Bien sûr. toutes les entreprises. Là, je vous rassure, c'est déjà dans les objectifs prioritaires de l'entreprise de revenir le plus vite possible à une offre de transport produite qui soit la même qu'habituellement, autant en volume de fréquentation qu'en amplitude horaire. Donc, au fur et à mesure où on récupère des moyens qui sont essentiellement aujourd'hui limitants par rapport à des disponibilités humaines, que ce soit des personnels de conduite ou de maintenance qui préparent les trains, dès qu'on récupère les moyens, on remonte le niveau d'offre. Alors, en priorisant, parce que comme on a des statistiques sur les années précédentes, on a tendance à mettre les moyens là où on sait qu'on a de la demande. Donc, c'est en fonction des analyses qui ont pu être faites les années présentes et aussi en fonction d'analyses qu'on fait aujourd'hui, des capacités de télétravail ou pas et des besoins des entreprises. Donc, ce qu'on se dit là, nous, on le fait remonter comme besoin des entreprises en termes de déplacement. Et après, tout ça rentre dans la moulinette. Mais soyez bien convaincus, notre objectif, c'est vraiment que tous les trains, tous les bus, tous les tramways recirculent sur l'amplitude horaire qui sont la leur quand on a un mode de fonctionnement normal. Comme Jérôme, pour nous aussi, SNCF, évidemment, c'est le même objectif. Je vous parlais de 75% dans les jours qui viennent. Le président Farandou a pris pour habitude de dire que 100% des trains circuleront dans les 2 premières semaines de juin. Si nous arrivons à faire 100% avant, nous le ferons, bien entendu. On se mobilise tous pour pouvoir aller le plus vite possible et revenir à une capacité nominale importante. Mais voilà, l'intérêt de ces échanges, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir faire évoluer la demande à la marge et d'accentuer le point là où c'est nécessaire en fonction des retours aussi dans les entreprises. Une remarque qu'on a eue là sur le fil WhatsApp citoyen entrepreneur, là, c'est sur un peu les incivilités, entre guillemets, et notamment, d'après ce que j'ai vu, le non-respect de l'alternance place occupée, non occupée, donc de la distanciation. Quel est le plan? Parce que c'est vrai, malheureusement, vous avez raison de faire appel au devoir citoyen, au bon comportement, mais on sait tous que tout le monde n'est pas câblé pareil et qu'on va être confronté à ce genre de choses avec des gens qui ne veulent pas arriver en retard, qui veulent monter absolument dans le train, dans le wagon et qui vont s'asseoir, etc. Concrètement, quelles sont les ressources que vous avez pour faire maintenir l'ordre, entre guillemets, que ce soit interne, RATP, SNCF, ou qu'elle soit externe, force de l'ordre qui sont mobilisées, j'imagine, par la préfecture. De quoi on dispose et qu'est-ce que vous anticipez de ce point de vue-là, puisque j'imagine que c'est d'autant plus corrélé au point de surfréquentation habituelle et sur les lignes qui sont souvent surfréquentées. Je veux bien répondre pour ce qui relève de Transilien.
C'est peut-être le point le plus compliqué à travailler aujourd'hui et la semaine dernière, pour être transparent, on ne savait pas encore de combien d'effectifs supplémentaires nous pourrions disposer, notamment mobilisés par l'État, puisque l'idée c'était de faire appel aux forces de police et pour être aussi là encore transparent, on a pris notre téléphone et nous avons appelé un certain nombre de collectivités pour voir si certaines pouvaient nous aider à gérer ces flux en entrée de gare, puisqu'en fait, nous, on part du principe qu'on arrivera à gérer le respect des distanciations à bord en limitant le plus possible les entrées dans les gares. Ce qui paraît assez rationnel, mais bon, attendons de voir aussi comment ça va se passer en vrai, parce que là, pour l'instant, on n'est qu'à J+1, et donc là, aujourd'hui, sans avoir l'attestation officielle, donc c'est très, très difficile d'évaluer le respect par rapport à ça. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé ce matin à déployer les différentes équipes avec l'État sur les points un peu stratégiques, les très grandes gares. Donc, à chaque fois, c'est des équipages complémentaires entre les agents SNCF de la Sûreté Générale, dont c'est le métier, et la police nationale. Ils ont déjà l'habitude de travailler ensemble, d'ailleurs, sur un certain nombre d'opérations, notamment de contrôle à bord, etc. Donc, c'est une habitude qui est prise, mais maintenant, il faut voir dans quelle mesure on répartit aussi l'effort sur l'ensemble du réseau. On a identifié de bons fonctionnements dans certaines gares ce matin pour gérer les flux aux entrées-sorties, mais on a aussi deux, trois trucs à adapter, avec parfois la police qui est arrivée un peu tardivement par rapport au début de la pointe. Donc voilà, on va essayer de remodeler tout ça pour demain matin et faire en sorte que dès le premier train, on ait les agents disponibles à l'entrée des gares pour nous aider à gérer les flux. Cette gestion des flux avec la police, les forces de police, elle sera pour nous déterminante, notamment quand l'attestation sera rendue obligatoire. Donc, on imagine à partir de mercredi, là on est dans une tolérance, mais à partir de mercredi, parce que là pour le coup, si le voyageur n'a pas d'attestation, il ne pourra pas monter à bord. Donc voilà, ça va créer beaucoup de conflits. Nos agents de la sûreté sont formés à la gestion de ce type de conflit. On va essayer d'éviter la montée en pression. On aura forcément des images qui vont circuler. Il y aura forcément des images sur les réseaux sociaux qui vont circuler à quelques endroits. On en a déjà vu une ou deux ce matin sur le RERB. Donc voilà, il y aura forcément une consternation collective sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon, il faut être vigilant par rapport à tout ça, parce que les images que nous verrons sur les réseaux sociaux ne sera pas forcément ne correspondra pas toujours à la réalité. Et il faut bien avoir en tête que quand on prend en photo un quai ou une gare, en fonction de l'angle, on n'a pas forcément le même point de vue, hein. Ça va sans dire, mais c'est important de le rappeler aussi. Je pense notamment il y a quelques mois, à la fin de la grève, où il y avait un certain nombre d'images qui étaient diffusées par des voyageurs et qui laissaient entendre que nous avions un quai du RERB bondé en heure de pointe, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y avait juste un rassemblement à un endroit précis en tête de train. Et donc, justement, on se sert de ces éléments-là pour essayer de faire en sorte que sur un train, tout le monde puisse se répartir le plus possible et éviter ces effets de foule. Et donc, on aura des agents SNCF directement sur les quais et dans les gares pour inciter à se déplacer. Et le nudge dont je vous parlais tout à l'heure passera aussi par des messages vocaux que nous entendrons en gare pour rappeler les bons gestes, la conduite à tenir. Si jamais on voit que ce n'est pas respecté, là, il faudra passer à une posture un petit peu plus radicale, en tout cas un peu plus raide de la part de nos agents. Et donc, on évaluera avec les forces de police comment adapter le dispositif et comment adapter la posture par rapport à ce respect ou non de ces règles de distanciation sociale. Il y a des agents dans les voitures dès aujourd'hui? Non, non. Non, là c'est trop compliqué, parce que ça veut dire que derrière on perd de la capacité à mobiliser dans les gares. Donc c'est pour ça que la gestion des flux en amont, en entrée de gare et dans la gare, nous permettra de régler le sujet de la distanciation dans les trains si on considère qu'on arrive à faire monter juste le nombre de voyageurs qu'il faut à bord. Alors, les agents ne seront pas équipés d'un compteur en entrée-sortie de rame. Peut-être que finalement, on constatera que c'est nécessaire. Mais bon, on compte sur l'effort collectif pour réussir à gérer ça. Alors, côté RATP, je vous disais, on a 3000 personnes, 3400 personnes qui sont déployées sur le réseau pour
Alors, pour guider les flux, hein, on insiste bien sur la notion de on guide les flux, on les canalise, mais on n'est pas sur des logiques de contrôle systématique, ou en tout cas, on n'est pas sur des logiques de filtre. Donc, dans ces 3400 personnes, la très grande majorité sont des personnels, on va dire, d'accueil, qui sont là pour guider, informer. On a évidemment notre corps habituel de contrôle, celui qui est habilité à contrôler les types de transport, au contrôle du port du masque et au contrôle discrétionnaire des attestations à l'heure de pointe. Mais là encore, on n'est pas sur des contrôles et un filtrage systématique. On est sur un contrôle d'appoint pour que tant le titre de transport que l'attestation soient des mesures dissuasives, mais pas coercitives. Là, on est donc sur de la gestion de flux classique. Pour tout ce qui est de la partie sûreté, sécurité en tant que telle, la RATP a une équipe de sûreté qui lui est propre, qui s'appelle le groupement de sécurité du réseau, qui peut déployer 80 équipes sur le réseau. Donc, une équipe, en général, c'est 3 personnes. Donc, il faut compter à peu près 250 personnes qui sont mobilisées et qui viennent être complétées par à peu près autant d'équipes mises en place par la police nationale. Donc, ça permet d'avoir un bon niveau de sûreté au niveau du réseau ferroviaire sur lequel on a priorisé les actions, mais c'est bien évidemment pas suffisant pour couvrir la totalité du réseau. Côté autobus, aujourd'hui, ce qui est plutôt privilégié, c'est d'inciter les gens à monter par la porte arrière et pour aussi limiter le phénomène d'embouteillage qui pourrait y avoir à la montée par l'avant avec l'achat d'un titre d'un ticket bus. Et donc, on invite les voyageurs à acheter leur ticket, je vous le disais tout à l'heure, soit par SMS ticketing, soit de les acheter en gare routière et à monter pour l'instant par l'arrière. En fonction de comment la situation évolue, je pense qu'on réautorisera une montée à l'avant des autobus courant de semaine prochaine, peut-être. J'avais une question par rapport au bus. Comment vous allez faire? C'est les chauffeurs qui vont réguler les entrées par l'arrière parce qu'il peut y avoir un attroupement. Enfin, on peut le voir des fois en Seine-Saint-Denis. Il peut y avoir beaucoup plus de personnes qui attendent dans le bus et qui ne pourront pas rentrer. Donc, c'est le chauffeur de bus qui va s'occuper de cette gestion-là. Il n'aura pas trop de difficultés. Non, les chauffeurs de bus n'ont pas de mission de réguler ou de faire appliquer d'autorité les prescriptions sanitaires. C'est d'ailleurs un élément clé sur lequel les opérateurs de transport ont très fortement insisté. Autant on se sent totalement en obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre en œuvre tous les moyens possibles et imaginables et les mobiliser pleinement pour permettre un fonctionnement des transports avec les mesures sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui. Autant on ne peut supporter une obligation de résultat, c'est-à-dire que les opérateurs ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique de la distanciation qui relève d'un comportement civique individuel et collectif, bien sûr, mais à la base individuelle. D'accord. Je voulais une question: combien de temps les masques vont être distribués dans les transports? Alors, les opérateurs de transport ne distribuent pas des masques, hein. C'est les pouvoirs publics à travers la région ou les collectivités comme les mairies qui font ces distributions-là. Simplement, la région, comme certaines villes, trouve que souvent les meilleurs endroits pour faire ces distributions-là sont les parvis des gares ou les entrées des gares. Donc, nous, on accueille et on aide à ce que ces distributions se fassent au meilleur endroit possible, mais ce ne sont pas les opérateurs qui sont à l'origine de la distribution des masques. Dans certaines gares SNCF, nous avons mis à disposition un certain nombre de masques via nos partenaires, notamment dans les boutiques relais, hein, les boutiques dans lesquelles on peut acheter son pain, ses journaux et tout un tas de bouquins. Et en parallèle, dans les distributeurs Selecta aussi, on n'y pense pas forcément, mais on a mis dans les distributeurs Selecta en vente des masques et du gel hydroalcoolique en complément des bornes de distribution de gel qui peuvent exister ici ou là dans un certain nombre de gares. Mais effectivement, comme le disait Jérôme, c'est la région, les pouvoirs publics qui vont le distribuer. Ce que nous savons, la date, c'est que la région et l'État, via la protection civile, très certainement, vont programmer un certain nombre de distributions qui auront lieu massivement dans ces premiers jours de reprise
dans les transports publics en Île-de-France. Il y avait Gaël, je crois, qui voulait intervenir. Oui, en fait, c'était pour bonjour à tous et City dans le 93. Donc, je sais, ou alors j'ai raté une partie de la réponse tout à l'heure sur la montée en charge que vous aviez relevée. Et soit j'ai raté la réponse sur le délai estimé pour pouvoir couvrir. On sait bien que la plupart des entreprises, on va essayer de monter progressivement en charge dans nos bureaux en fonction du contexte, on va dire de l'évolution de contexte dans les 3 à 4 semaines qui viennent, à un maximum de 50% de nos effectifs. Donc, si toutes les entreprises visaient cet objectif, on va dire, à échéance de juin à juillet, est-ce que la SNCF et la RATP seraient capables d'absorber jusqu'à 50% de trafic en moyenne en n'ayant pas la capacité dans la réalité? Est-ce que vous avez des trains supplémentaires qui permettent en corrélant votre capacité par train et le nombre de trains disponibles, de couvrir la moitié du trafic habituel en clair? C'est un peu ça notre inquiétude, c'est pour ne pas se retrouver avec des situations de type grève dans la réalité. On fait tourner tous les trains et tous les conducteurs qu'on a disponibles. Ouais. Ce qui veut dire que, au mieux, une fois qu'on sera en situation nominale où tous les trains et tous les conducteurs tournent comme prévu, avec la mesure de distanciation, on sera au plus sur une capacité d'emport d'environ 20%. Ce qui veut dire qu'en parallèle, il faudra qu'on ait réussi collectivement à organiser les flux pour soit les lisser, soit maintenir un certain degré de télétravail, soit avoir développé des modes de transport complémentaires. Et ça veut dire que vous n'êtes pas capable de monter à plus de 20% finalement de capacité nominale. C'est ça qu'on est en train de dire. Pour garder les distanciations. Oui, parce que si on regarde par exemple des lignes comme la ligne 13, on est déjà sur un intervalle de 85 secondes entre les trains, donc on est déjà au maximum de la fréquence. Sur la ligne 5, on a modernisé la ligne il y a à peu près 2 ans. Là aussi, pour augmenter la fréquence entre les trains, on doit être à peine à 90 secondes. Donc là aussi, il n'y a pas de possibilité de rajouter encore des trains sur une fréquence plus courte. Beaucoup de lignes du réseau sont déjà sur une fréquence importante. Par ailleurs, les marchés d'acquisition des trains qui sont passés par Île-de-France Mobilité, puisque c'est l'autorité organisatrice, sont en général des montants d'investissement qui sont calés avec des taux d'amortissement. Donc, les matériels nouveaux viennent souvent remplacer des matériels qui ont 35-40 ans de fonctionnement. Et on est sur des marchés qui, en général, prennent plusieurs années entre le moment où on lance les cahiers des charges et le moment où le matériel sort des usines, que ce soit Alstom, Bombardier ou autre. Donc voilà. Et puis même chose un peu sur l'acquisition des matériels roulants, même si on a un outil industriel qui est quand même déjà bien au taquet, des centres-bus qui sont pour la plupart remplis comme des œufs, avec des matériels autobus qui sont déjà dans des schémas de renouvellement. Donc, on achète régulièrement des bus, mais c'est pour remplacer les bus qui ont déjà bien roulé. Et puis, on a un personnel qui est occupé quasiment déjà à temps plein. Donc, on peut là aussi toujours… on continue de toute façon les recrutements. En général, la RATP recrute 1000 conducteurs d'autobus par an qu'on forme. Il faut savoir qu'une formation de conducteur d'autobus à la RATP, compte tenu des conditions de circulation qui sont très denses, c'est une formation qui est assez pointue, qui dure à peu près 6 mois. Donc voilà, notre objectif, c'est bien de revenir à une capacité de production telle qu'elle est en mode normal. Après, tant que le conseil scientifique maintient la règle ou la préconisation de la distance d'1 mètre, ça veut dire un usage du matériel à 20%. Et donc, du coup, ça renvoie à un mode d'organisation des flux qui doit être lissé dans le temps, dans la journée ou par le télétravail, pour que ces 20% permettent d'absorber ce qu'on absorbait avant avec des pics très importants tôt le matin et tard le soir. Donc en fait, la seule méthode pour pouvoir détasser les transports, ça reste d'étaler les arrivées, quoi. Absolument. Le mix télétravail et étaler les arrivées.
Et avec l'étalement des arrivées, vous pensez, imaginons qu'on soit à la capacité nominale, hein, donc on soit au 20%, ce qui dépend de la disponibilité des agents, de vos propres taux d'absentéisme, de la reprise des enfants à l'école, enfin d'un certain nombre de paramètres, pardon. Mais imaginons qu'on soit au 20%. Si on lisse, comme on est en train de le faire, on arrive à combien? On passe de 20% à combien de pourcents dans vos simulations? C'est un peu l'esprit de la reprise progressive, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les modèles théoriques, ils s'arrêtent à la limitation des données d'entrée dont on dispose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est aussi intimement corrélé à la façon dont chaque entreprise s'organise. Et on sait bien que selon les corps de métier, on est sur des modes d'organisation qui peuvent être très variables. D'où l'idée d'avoir cette reprise qui se fait étape par étape pour que chacun puisse essayer de trouver la meilleure organisation qui lui soit propre et qu'on puisse, au fur et à mesure, mesurer les conséquences que ça a sur les réseaux de transport. Et juste la période critique pour vous, ça reste 8h30, 9h30 ou plutôt, ça démarre plus tôt? Ouais, ça commence plutôt à 6h30, c'est plutôt 6h30, 9h30. Non, mais la période, ouais, d'accord, ok. Donc, oui, pour la partie qui vient de l'extérieur de Paris, mais pour tout ce qui est, on va dire, grande couronne, ça reste toujours, ça démarre aussi tôt que ça. Alors pour la grande couronne, peut-être que la SNCF est mieux placée, peut-être sur les réseaux franciliens. Non, ça démarre plus tôt que ça. Ça démarre beaucoup plus tôt que ça parce qu'on tient compte du temps de transport. Donc, en général, les premiers trains du matin vers 5h40, pardon, 6h30, ils sont déjà bien chargés. Si vous venez de Provins, par exemple, ou je sais pas, même au-delà de l'Île-de-France, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui viennent juste d'une commune au-delà de l'Île-de-France. Ils sont extrêmement nombreux à prendre le train tôt le matin. Mais peut-être juste pour revenir sur ce que vous disiez là sur le lissage, l'étalement, effectivement, Jérôme l'a dit, c'est des modèles économiques, des modèles de prévision pardon, qu'il va falloir faire tourner de nouveau pour voir comment adapter. Mais comme chaque entreprise a une posture qui n'est pas forcément la même, avec pas forcément le même nombre de salariés, c'est assez difficile à l'instant T. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on n'arrivera pas non plus à trouver un modèle qui fonctionne un peu mieux que les autres. Mais on a quand même, juste vous parler d'une expérience qu'on a menée à Paris La Défense. On a mené une série de comptages, c'est RATP d'ailleurs, qui a mené une série de comptages dans la gare de La Défense pour essayer d'évaluer le taux d'entrée-sortie à des instants T, pour essayer de déterminer quelle était la pointe, la fameuse hyper-pointe, le moment où on a vraiment le plus de monde. Et à notre surprise, on s'attendait qu'à ce que l'hyperpointe soit plus longue et en fait, elle ne couvre que à peu près une demi-heure. Une demi-heure. Et dans mes souvenirs, ça doit être entre 8h40 et 9h20, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est une plage qui est assez intéressante parce que finalement, l'enseignement qu'on en tire, c'est que il suffit de proposer une autre manière de s'organiser, mais surtout de décaler la prise de poste ou l'arrivée de quelques minutes, hein, un quart d'heure, 20 minutes, ça peut peut-être suffire à nous aider à délester, à décongestionner 2-3 trains qui sont vraiment très, 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 très empruntés et qui pénalisent évidemment le confort des voyageurs. Donc, c'est une expérimentation qui est vraiment très intéressante et que l'on travaille avec la région Île-de-France, avec la direction des transports de la région Île-de-France, les équipes de Paul Beauvalet, avec lesquelles je pense on va essayer de mettre en contact le MEDEF au niveau Île-de-France avec la région, parce que ce n'est pas encore le cas, pour qu'ils travaillent ensemble peut-être de manière un peu plus concertée pour voir comment passer les messages et si ces expérimentations-là, on ne peut pas les égrener un peu partout. On le fait à Plaine Commune, on va le faire à Plaine Commune. Il y a une expérimentation de cet ordre-là aussi à Évry-Courcouronnes, mais là plus sur les déplacements routiers. Mais ce travail que l'on a à faire avec vous, avec les entrepreneurs, il est vraiment très important. Région, autorité organisatrice, entrepreneurs et puis transporteurs, il est structurant pour nous permettre de faire évoluer nos différents modèles et puis de voir aussi quelle typologie de service on peut proposer avant de prendre le train. Parce que s'il s'agit de dire décaler votre déplacement d'une demi-heure ou d'une heure, ça veut dire que nous, transporteurs, on peut peut-être réfléchir à l'usage de nos espaces et voir si dans nos gares, on ne peut pas proposer des services complémentaires
pour pouvoir travailler de manière sécurisée, ce qui est déjà à peu près le cas, mais ce n'est pas encore tout à fait optimal. C'est voilà, des différents produits qu'on peut avoir ici ou là dans certaines gares, mais voir aussi comment on peut travailler avec des réseaux de tiers-lieux dédiés aux nouveaux modes de travail, installés à proximité des gares. En ce qui nous concerne, sur des fonciers SNCF, pourquoi pas. Mais ça, on s'est rendu compte depuis plusieurs années, on travaille beaucoup sur ce sujet-là, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait vraiment l'optimiser et l'industrialiser qu'à partir du moment où le travail aura été fait avec vous pour construire l'offre. C'est super intéressant ce que vous dites, Frédéric, là-dessus sur l'analyse, le pointage qui a été fait là, à la Défense. Est-ce que vos systèmes d'information, que ce soit la RATP ou la SNCF, aujourd'hui vous permettent d'avoir de l'information quasi temps réel ou sur la journée, des périodes de pointe dans les différentes gares qui pourraient être communiquées via le MEDEF ou autre aux employeurs, de dire voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, à la limite voilà ce qu'on anticipe demain, de façon à ce que nous puissions demander à adapter les comportements pour éviter d'être dans ces pointes-là. Est-ce qu'on a ce degré de disponibilité aujourd'hui de la data qui nous permettrait d'avoir ça ou non? Pour l'instant, on ne l'a pas. Le but du jeu, c'est de tendre vers ce type de dispositif. À la Défense, par exemple, les capteurs n'existaient pas, donc ils ont été installés par RATP. Nous n'avons pas équipé nos gares pour l'instant de capteurs de comptage en temps réel, mais on est en train de travailler justement avec nos services SNCF au sens large, parce que ces sujets-là, ils ne touchent pas que le Transilien, ils touchent aussi les gares TGV qui parfois peuvent être soumis à des mouvements de foule tout aussi importants que les nôtres. Et donc, on essaie de voir dans quelle mesure on peut équiper les gares. Et puis derrière, évidemment, c'est le traitement de la donnée. C'est tout ce qui tourne autour de la big data. On a en magasin beaucoup d'acteurs qui travaillent avec nous, des startups et d'autres acteurs de la big data qui essayent de monter. On essaye de monter ensemble des modèles de prévision de trafic, mais ça veut dire que derrière, il faut qu'on arrive à équiper l'ensemble de nos matériels et de nos gares pour ça. Sauf qu'il y a une petite contrainte, c'est que dans les réseaux qui sont contractualisés avec une autorité organisatrice, c'est un projet, c'est quelque chose que nous devons monter ensemble avec les autorités organisatrices, puisque c'est eux qui nous financent pour le faire. Donc, c'est-à-dire que ça doit être un projet construit conjointement avec l'autorité organisatrice. Et d'une région à l'autre, ce n'est pas forcément la même. Donc, ça veut dire que budgétairement, si SNCF souhaite faire un effort global au niveau français, il faut aussi tenir compte du fait que l'effort qui sera fait en Nouvelle-Aquitaine ne sera pas nécessairement le même qu'en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France, en fonction du portage politique qu'il y aura derrière pour pouvoir mettre en place ce comptage, ce type de comptage. Nos dernières rames franciliens sont équipées de ce type de matériel de comptage, sauf que pour l'instant, on ne peut pas les déclencher parce qu'on n'a pas, on n'a pas encore mis en place les moyens pour étudier la data et surtout comment on met à disposition la data dans l'évaluation et comment on travaille cette data avec la région. Mais on est en train de réfléchir avec eux pour le faire. C'est vrai que le transport, pour nous, par rapport à d'autres régions, est hyper critique en Île-de-France et n'a pas le même impact sur la reprise du déconfinement et sur nos entreprises que dans beaucoup de régions, dans beaucoup d'autres régions. Donc, on comprend bien qu'il y a une problématique régionale hyper forte, mais justement, politiquement, on doit pouvoir trouver les relais pour trouver un cadre d'innovation rapide, quoi. Je pense que ça doit... Je pense... Je ne sais pas d'ailleurs si vous collaborez avec la RATP SNCF sur vos projets innovants, que ce soit la data ou que ce soit, là j'ai été très intéressé par ce que disait tout à l'heure Jérôme sur la nébulisation comme mode de nettoyage innovant et testé qui pourrait être déployé dans les rames. C'est super intéressant et ça peut faire gagner en productivité et avoir plus de rames disponibles. Là, on est tous gagnants et réduire les coûts, on est tous gagnants. Je ne sais pas si vous travaillez ensemble sur ces projets-là. Comment ça se passe? On a des initiatives communes qui sont engagées exactement dans cet esprit-là. La première qui s'appelait une opération d'expérimentation de lissage des heures de pointe sur le secteur de la défense. Et puis une seconde ensuite qui a démarré
quelques mois plus tard sur le secteur de pleine commune. Alors, c'était des initiatives qui étaient parties avant les logiques Covid-19, mais qui avaient déjà comme objectif de mieux harmoniser les moments de déplacement avec les moments de disponibilité de place dans les transports publics. Donc, l'idée, c'était bien de se dire, on comptabilise tous les gens qui rentrent et qui sortent dans une station au niveau du pôle multimodal de la Défense, puis ensuite après au niveau de pleine commune. On incite et on travaille avec les entreprises pour que les unes les autres essayent de proposer à leurs salariés de venir soit un peu plus tôt le matin, plus tard le soir. Et puis on mesure les impacts positifs ou pas sur les transports publics. L'exercice montre une chose, c'est que sur un plan purement des équipements, les réseaux de transport, ils sont équipés assez facilement pour compter les gens qui rentrent, puisque pour rentrer, il faut valider son titre de transport. Donc ça, on sait assez facilement obtenir la donnée d'entrée de « je compte les gens qui rentrent ». Par contre, nativement, on ne compte pas les gens qui sortent. Les sorties, elles sont libres, on pousse des portes. Et donc, en fait, la question pour savoir est-ce qu'il y a de la place ou pas dans telle rame ou dans telle station, c'est d'être capable de compter en temps réel et les entrées et les sorties. Aujourd'hui, ce qui nous manque cruellement, c'est la donnée de sortie. Alors, il y a des industriels qui travaillent sur des comptages de type comptage en instantané des gens qui sont à bord d'une physique au passage, mais c'est plusieurs caméras qui sont en capacité de reconnaître c'est quoi une tête, de c'est quoi un bras. On compte les têtes sans se tromper entre cette tête-là, je l'ai déjà comptée et je détecte si c'est bien une nouvelle tête, donc je la compte en plus. C'est des systèmes sur lesquels travaillent beaucoup les industriels qui fabriquent les trains. C'est pas encore complètement fiabilisé. Et puis surtout, on a encore des trains, je vous le disais, on est sur un modèle économique où le prix du transport public fait qu'on amortit un train sur environ 40 ans, donc dans très moderne, mais on en a des qui sont encore très anciennes et donc on est loin d'avoir toutes les rames qui sont équipées. Par contre, moi je pense que votre question elle est très intéressante, donc je vais la remonter en sens, en la libellant, en disant quelles sont les données que les opérateurs pourraient donner régulièrement aux entreprises pour aider les entreprises à piloter au mieux l'allocation des horaires de travail, sans présager de… Exactement. On vous perd un peu, Jérôme, mais j'ai compris. Le data, vous l'avez décrit, parce que je pense qu'on est technologiquement pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, effectivement, comment est-ce qu'on peut échanger avec vous sur tiens, dans telle zone, on pense que ça serait bien qu'il y ait plus de monde, dans telle zone, ça serait bien qu'il y en ait un peu moins. Voilà. Et si vous avez, Jérôme, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui me marque, c'est que vous dites, bon, on n'a pas l'ensemble des datas pour faire un modèle qui marche. Mais on a très facilement les datas d'entrée parce que les gens valident leur ticket. Même si cette information est imparfaite, donc elle ne résoudra pas le problème, mais vous pouvez en faire une information utile à nos entreprises. Ceci, je sais que je prends le RER le matin à Val-de-Fontenay à telle heure, et si je sais qu'il y avait un pic d'entrée la veille à cette heure-là, je peux mieux gérer mon comportement pour aider tout le monde à piloter la charge d'entrée. Et vous l'avez dit vous-même, vous allez réguler les flux de toute façon par les entrées. Donc, dans le réseau, dans les gares. Donc, elle a une valeur, cette data. Donc, si jamais elle est disponible tout de suite, dans votre newsletter que vous nous envoyez, ça peut être, à mon avis, déjà intéressant de voir si nous pouvons aider en relayant cette information à réguler le flux d'entrée dans le réseau. Pour ce qui est de SNCF, j'allais vous dire que en fait, on a commencé à travailler là-dessus et là, dans la communication qu'on déploie aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de cibler certains trains et donc je vous enverrai par la suite le bloc de ligne RER qui met en avant qui met en avant le plan de transport, les trains qui vont circuler, mais qui cible les trains à éviter ou à privilégier. Et donc, on leur donne une couleur verte, rouge ou orange, ce qui permet un petit peu d'anticiper en avance de phase. Cette coloration des trains, elle évoluera en fonction des usages, mais le but du jeu, c'est de s'appuyer sur cette observation qu'on va avoir au quotidien de par les gens qu'on a en gare, les caméras, etc. On va essayer d'évaluer un petit peu la charge et de la faire évoluer au fur et à mesure
et ça nous permettra de guider, bon an mal an, un peu le flux des voyageurs. Et donc, c'est des choses qu'on pourra vous faire remonter, mais c'est des données auxquelles vous avez accès quotidiennement en allant sur le site, le blog de ligne, en tout cas pour ce qui concerne le RER. Je vais vous envoyer ça, comme ça vous l'aurez. Très bien, merci. Alors, attendez, il y a un nouveau message. C'est moi qui viens de poster le lien, mais je vous le réenverrai. Très bien. Non, je pense il est temps de conclure, hein, puisque la réunion touche à sa fin. Donc, Frédéric, Jérôme, merci infiniment, hein, pour votre disponibilité et l'information que vous nous donnez. Je pense que c'est précieux et que votre première mission, c'est de nous informer en temps réel, parce qu'on est quand même tous dans l'inconnu, hein, de ce qui va se passer et la façon de gérer une situation comme ça. J'imagine tout le travail qu'il y a derrière. Nous, je vous avoue que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas super rassuré, hein. Dans mes entreprises, majoritairement, on est encore en télétravail sur le territoire. Mais le fait qu'on soit à 12-15% de capacité aujourd'hui et que notre espoir, c'est de monter à 20% ou un petit peu plus là, dans les prochaines semaines, c'est source d'angoisse et de préoccupation pour les entrepreneurs, c'est normal, hein. Après, on comprend les contraintes. Et en tout cas, on est à votre disposition pour relayer au mieux toute l'information utile pour nos adhérents et au-delà, hein, pour l'ensemble des entreprises du territoire, et vous faire remonter tout ce qu'on trouve pertinent et qui puisse vous aider à optimiser l'utilisation du réseau. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette réunion. Merci à tous.